Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Parlons des États-Unis où effectivement le scrutin n'a jamais été aussi serré. Plus de 82 millions d'Américains avaient déjà voté par correspondance avant que les bureaux de vote ouvraient à la mi-journée, heure française bien sûr. Il y a ces swing states, les États leviers, pivots, appelez ça comme vous voulez, où les scores sont tellement serrés qu'on se demande qui va pouvoir le remporter, être 47e président des États-Unis d'Amérique, entre Kamala Harris, actuelle vice-présidente démocrate, et Donald Trump qui revient 4 ans plus tard, candidat des Républicains. Je salue Gérard Carrérou. Cher Gérard, bonsoir. Bonsoir Pierre. C'est un honneur de vous avoir. Grande voix d'Europe 1, spécialiste des États-Unis. Bonsoir à Pierre Ourcade, avocat international au barreau de Paris, de New York et de Californie. Et bonsoir à Gilles William Goldnadel qui nous accompagne également. Gérard Carrérou, là comme ça un peu à chaud. On a donc, on est à quelques heures. On va peut-être pas avoir d'ailleurs, comme on a l'habitude d'avoir vers 4h, 5h, 6h du matin, le résultat cette fois-ci. On n'aura sûrement pas le résultat, on aura peut-être une tendance, puisqu'on aura, je crois, vers minuit, ou peut-être une heure, peut-être 2h du matin, on aura déjà quelques États. On aura peut-être la Caroline du Nord, ça donnera une indication intéressante. Et puis on en aura peut-être un deuxième. C'est-à-dire que à partir, alors vous me direz, c'est pas parce que tel État passera d'un 51 côté... États au total, c'est oui, ça mais 50. Mais pardon. pour répondre à votre question, j'en sais pas plus que vous, mais je pense que faute du résultat, je crois effectivement qu'on n'aura pas le résultat demain matin. Alors que la plupart des... Moi, j'en ai vécu un paquet d'élections américaines depuis 40 ans ou 50 ans. Et en général, on avait le résultat dans la nuit. À peu près à 5-6 heures du matin. 5-6 heures du matin, voilà. Donc là, je pense qu'on ne l'aura pas, mais on aura sans doute une tendance quand même. Pierre Ourcade. Moi, je crois qu'il est possible qu'on l'ait. Notamment, si Donald Trump emporte... Bon, on sait très bien qu'il y a 43 États qui comptent pas. Il y a ces 7 États pivots. S'il en remporte un certain nombre, il est possible qu'il gagne dans la nuit. Après, il y aura des contestations. Il y aura des contestations, et vous avez entendu ce qu'a dit Donald Trump. Et d'ailleurs, on va l'écouter, Donald Trump, qui s'est exprimé. Il était avec son épouse Melania au bureau de vote de Palm Beach il y a à peu près 1 heure. Je suis vraiment confiant et il semblerait que les républicains se déplacent massivement pour voter. Si cette élection est juste et que je perds, il n'y a pas de problème, je m'inclinerai. Quant à mes partisans, je n'ai pas besoin de leur dire d'être non violents. Ils ne sont pas violents. Oui, je m'inclinerai si le résultat est juste. Oui, alors où est la justice? Où est la justice? Est-ce qu'il y a une justice pour Donald Trump? C'est ça la grande question. Bien sûr, d'abord, Donald Trump a été président pendant 4 ans. Alors, on le traite de fasciste, ça c'est le point Godwin, Hitler, etc. Il a été président pendant 4 ans, il a un excellent bilan. Alors le 6 janvier, il y a eu une émeute, mais il a appelé à l'apaisement, donc on ne peut pas le lui reprocher. Et pour cette élection, je pense que ce qui peut faire basculer la balance de son côté, c'est le vote des hommes noirs. Selon les derniers sondages, il serait majoritairement, enfin pas majoritairement, mais plus pro-Trump qu'avant, et également les latinos. Les latinos. Des minorités, quoi, d'une manière générale. Alors pour ces raisons, moi je n'exclus pas, comme les appellent les Américains, sweep, c'est-à-dire qu'il emporte 3 ou 4 États d'ici 2 heures du matin. Mais on ne sait 3 ou 4 États, encore une fois, sur 50, donc ça a l'air... Oui, il y a un paquet de grands États qui sont figés, si j'ose dire. L'État de Californie restera démocrate éperdument, même si les démocrates le gouvernent d'une drôle de façon. Je pense comment on a détruit la ville de San Francisco. Absolument. Mais bon, ils resteront de toute façon. De même, New York, je pense, sauf alors là, une bombe nucléaire. Pourrait l'emporter. C'est une grosse surprise. Il peut y avoir, mais enfin, quand même, c'est pas le plus probable. Non. Mais effectivement. Et à l'inverse, d'autres, peut-être? Alors, oui, non, mais ce qui va se jouer, si, maître, vous avez peut-être raison, si la tendance est assez nette, si on voit effectivement sur les 7 swing states, États basculants, qui peuvent bouger d'une élection à l'autre, si sur ces 7, il y en a 4 ou 5 qui sont résolument
donnés par les résultats donnés à Trump, à ce moment-là, on pourra dire il est quand même très bien parti pour gagner. Alors, il y a 7 swing states, la Pennsylvanie, la Géorgie, la Caroline du Nord, le Michigan, l'Arizona, le Wisconsin et le Nevada. Et ils font eux 7, ils font 103. Vous savez, il faut 270 grands électeurs pour être élus. Exactement. Et les 7 swing states additionnés, leur représentation, ça fait 103. C'est donc une part, alors à la fois importante, même déterminante, mais c'est pas suffisant pour faire le président. Oui, alors on va faire de la politique fiction, comme vous savez, sur CNN. Moi, je regarde CNN. Attention, on n'est pas sur CNN. Mais je regarde aussi Fox News. Heureusement qu'il y a Fox News, d'ailleurs. Bon, et CNews. On va faire un peu de fiction. Alors, admettons qu'il emporte la Pennsylvanie. Ça, c'est vraiment l'état difficile. 19 grands électeurs. Voilà. Admettons qu'il emporte la Floride. Bon. Ça, la Floride, oui. Il y a peu de chance que ce soit. Bon. Après, il y a les États des Grands Lacs, donc le Wisconsin, Michigan. Il y a le Nevada, qui est aussi un peu divisé. Parce que. Un peu, beaucoup, 48-49. Parce que la démographie évolue au fil des années aux États-Unis. Donc, en effet, ce sont ces États-là qui vont faire la différence. Alors New York, ça serait une grosse surprise parce qu'évidemment New York, mais il a quand même fait campagne à New York. J'aimerais quand même entendre Gilles William qui a l'impression qu'il est un match de tennis là entre Carrero et Ourcade. J'étais très intéressé. Les Rolex Paris Masters, c'est fini. Il faut qu'il monte au filet. C'est Zverev qui a gagné. J'étais très intéressé par ce que j'entendais. Moi, ce que je sais, c'est que je ne sais rien, que je crois que personne ne sait quoi que ce soit. Ce sont des élections les plus extravagantes qu'il m'ait été. Pourquoi extravagante ? Parce que l'Amérique est devenue folle. Elle est polarisée. Je pense que c'est le wokisme et le racialisme qui ont rendu folle non seulement l'Amérique, mais les Américains eux-mêmes. L'extravagance de Trump vient également de cette polarisation. Est-ce qu'elle est contre-productive, vous diriez ? Alors, écoutez, d'abord, non mais moi, si vous voulez, je constate simplement que quand on voit déjà ce divorce, si j'ose dire, entre le vote des femmes et le vote des hommes, on voit bien l'anormalité que le wokisme, le genrisme, le dégenrisme a emporté, je veux dire, très, très sincèrement. Donc, je ne sais pas... Personne ne peut savoir réellement ce que ça va donner à l'arrivée et même comment les choses vont se passer, mais je vous avoue que j'aurais aimé, ce que je ne comprends pas, par exemple, je ne sais pas si nos deux experts peuvent me donner l'explication. Pas tout de suite, mais après la pause. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, maître ? C'est que la manière dont Trump, qui n'a personne à sa droite, a été extravagant, alors que même s'il avait eu un langage un tout petit peu plus modéré, je pense qu'il n'aurait perdu personne à droite. Il y a quelque chose dans son comportement que je trouve quand même erratique, même si je vous le dis franchement, l'anti-trumpisme primaire des journalistes et des artistes me donne une sacrée envie de les voir perdre. Et bien tout ça, on va en parler juste après le journal permanent, 19h26. On se retrouve dans un instant avec Gérard Carrero, Gilles William Goldnadel et Pierre Ourcade pour parler de ces élections américaines on est justement au tout début de cette nuit qui commence. À tout de suite. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avant de redonner la parole à Gérard Carrero, Pierre Ourcade et Gilles William Goldnadel, un petit détour par la Floride où nous attend l'une des envoyées spéciales d'Europe 1 aux États-Unis, Caroline Baudry. Caroline, alors évidemment c'est un match très serré entre Harris et Trump. Mais alors, du point de vue de la Floride, c'est intéressant parce que on a vraiment l'impression que la Floride est totalement acquise à Donald Trump. Et vous nous dites que c'est pas forcément sûr. Alors, la Floride, en réalité, si, elle est acquise à Donald Trump depuis 2016 exactement. Elle est passée dans le giron républicain, notamment à cause du vote des personnes les plus âgées, puisqu'il y a énormément de retraités qui viennent dans cet État qu'on appelle l'État du Soleil et qui votent massivement pour les républicains. En revanche, à l'échelle du pays, l'élection s'annonce très serrée dans les États clés, bien sûr. Donc, soit les sondages qui donnent les candidats à égalité se trompent, ce qui est possible, et le nom du vainqueur pourrait être dévoilé dans la nuit, soit ils visent plutôt juste et
il faudrait plusieurs jours pour connaître le nom du prochain président. Les raisons sont les suivantes, Pierre. D'abord, il y a plusieurs fuseaux horaires aux États-Unis, donc la fermeture des bureaux de vote dans l'Ouest se fera plusieurs heures après ceux de l'Est. Il faudra les attendre et les États clés ont des règles électorales différentes. On vote davantage par courrier dans l'Arizona, plutôt de façon anticipée en Géorgie. En Pennsylvanie, par exemple, le dépouillement de ce vote anticipé justement démarre très tard, par exemple. Chacun a ses règles pour dépouiller et plus le résultat est serré, plus il faut attendre la fin des dépouillements dans les États clés pour dégager une tendance, d'autant plus que la pression est énorme cette année pour ne surtout pas se tromper dans les premières déclarations. Et cela, c'est sans compter les possibles demandes de recomptage d'un camp ou d'un autre, ni les recours juridiques, puisqu'il faut savoir que l'offensive du camp républicain a déjà démarré dans les tribunaux. Plus de 200 recours pour faire invalider des règles électorales ont été déposés. Alors, ces recours ont peu de chances d'aboutir, mais cela ralentit bien sûr la machine puisqu'ils doivent tous être examinés. Comment est-ce que la presse présente cette élection ? Est-ce que c'est, unanime, homogène, ou est-ce que il y a un peu de, comment dirais-je, d'écume autour de la présentation, peut-être du comportement, je reprends le mot de Gilles-William Goldnadel, erratique. Comment est-ce que la presse présente cette élection ? Encore une fois, très serrée. La presse est plutôt unanime sur le caractère très serré de l'élection, des résultats. Et je pense, comme je le disais à l'instant, c'est qu'il y a aussi cette crainte de donner des résultats trop tôt, comme ça avait été le cas en 2020. Et donc cette année, ce sont notamment les grandes chaînes de télévision américaines qui sont chargées de donner les résultats avant même que les résultats officiels finalement soient donnés. Et donc c'est une soirée qui s'annonce électrique dans les rédactions, puisqu'on veut prendre absolument aucun risque, et donc c'est aussi pour cette raison que la presse est unanime sur l'incertitude du scrutin. Soyons prudents. Exactement. De notre côté également, chère Caroline. Merci beaucoup. On vous retrouve bien sûr tout au long de la soirée et de cette nuit américaine sur Europe 1. Alors, il y avait une question de Gilles-William Goldnadel à Gérard Carrérou juste avant la pause sur le comportement de Donald Trump, et puis j'ai retenu aussi le fait que il y a personne à la droite de Trump, Gérard Carrérou. En tout cas, il y a deux choses que je voudrais dire à Gilles William. Au fond, Gilles William raisonne avec un prisme français. Il dit, au fond, Trump, n'ayant pas d'adversaire à sa droite, aurait dû un peu arrondir son personnage et arrondir ses déclarations, puisque de toute façon, en général, on durcit quand on a des adversaires et on dit je fais de la surenchère. Mais quand on n'a pas d'adversaire à sa droite, on n'a pas de... Mais ça, c'est donc la question. Pourquoi ? Moi, je réponds à ça que Trump, moi, je l'ai vu démarrer en politique véritablement, parce que j'ai suivi en 2014-15 les primaires. Il est entré en politique à ce moment-là. Jusque-là, c'était le milliardaire, il a été un moment plutôt pro-démocrate, etc. Il était bien avec tout le monde, il donnait de l'argent à tous les partis politiques. Bon. Mais en 2014, il a décidé d'entrer en politique. Et à partir de là, il y avait, dans ce schéma de 2014, il y avait 22 candidats à la candidature démocrate. Il a fait le véritable jeu de massacre. Parce que, vous savez, quand c'est comme ça en Amérique, il y avait des réunions, il y avait 22 types derrière les pubs. À chaque réunion, il en a tapé un, puis un deuxième, puis un troisième. Il les a tous tués et il est sorti vainqueur. Et il s'est rendu compte que plus il attaquait des adversaires potentiels, plus il avait du monde à ses meetings. Moi, j'ai vu à ce moment-là, et j'en ai fait l'écho, j'ai été un des rares à en avoir fait l'écho ici, à Europe 1, à l'époque, parce qu'on voyait de plus en plus de trucks américains, vous savez, ces petits camions là, avec plateforme derrière, que tous les ruraux américains, tous les fermiers, tout le monde a, les pick-up trucks. Et tout, à ces meetings, il y avait au début 5000 pick-up, et puis après il y a eu 10 000, 20 000, et il s'est aperçu que plus il montait en gamme dans alors certains diront dans la vulgarité, d'autres diront dans l'excès, etc. Mais peu importe, le résultat était là, il a gagné comme ça, il est devenu le phare, le drapeau des insatisfaits, des gens en colère, de cette classe moyenne qui se sent peu à peu exécutée dans la société américaine, comme d'ailleurs dans la société française, on a un phénomène à peu près équivalent.
Et du coup, et maintenant, il va pas changer son personnage. Absolument. Mais il a recommencé avec le camion poubelle floqué Trump, avec le petit tour au McDonald's, parce que Harris avait dit qu'elle avait été étudiante, elle avait eu un petit boulot. Pour revenir à Donald Trump, bon, certes, il a tenu des propos misogynes, des propos machistes qui sont assez inacceptables. Mais non, ils ne sont pas assez inacceptables. Ils sont inacceptables. Ils sont absolument inacceptables. Ça, vous avez tout à fait raison. Remettre l'église au milieu du village. Ils sont inacceptables. Mais Trump, c'est un animal politique. Et paradoxalement, Trump, c'est un homme anti-système. C'est-à-dire que c'est un milliardaire, mais il n'a jamais été admis dans les cercles politiques. Il a réussi à conquérir le parti républicain. Et mais parce qu'on ne le prenait pas au sérieux ? Alors, moi, je me souviens d'une émission sur CNN ou d'un clip vidéo où les gens rigolaient, les animateurs. Alors, on le prenait pour une sorte de vedette, quoi. Il était Obama a dit, c'était un coureur, il passait sa vie en... J'imagine Trump président dans un spectacle comique. Tom Hanks a dit, Trump sera président le jour où les extraterrestres débarqueront sur la Terre. C'est un animal politique. Paradoxalement, il était anti-système parce que drain the swamp, comme dit, c'est-à-dire drainer les marécages. Il y a un deep state, un état profond à Washington DC, et il veut s'attaquer à ça. Alors aussi, on lui reproche d'avoir dit, bon, si je suis élu, je vais me débarrasser de tout un tas de gens. Mais ça, c'est très anglo-saxon, ça s'appelle le spoil system, système des dépouilles. Quand vous arrivez au pouvoir aux États-Unis, contrairement à la France, eh ben, vous fired, vous virez, vous dégagez les gens de l'administration précédente, et ça c'est tout à fait légitime et normal. Et quand aussi janvier, qu'on lui reproche tant, il y a eu une émeute, mais il avait appelé au calme, et les débordements ne sont faits. On y en a voulu beaucoup pour ça. Donc voilà. Après, est-ce que l'élection de 2020 a été truquée ou pas? Difficile de le savoir. Moi, j'ai des petits doutes, mais je n'ai aucune preuve. Bon, en attendant, là, je posais la question tout à l'heure à Caroline Baudry de savoir comment est-ce que la presse présentait les choses. Alors oui, elle présente le scrutin comme serré, mais comme ici, nous. J'imagine qu'il y a des éditos aussi, et j'imagine qu'il y a une façon, selon les différentes publications aux États-Unis, de présenter l'un ou l'autre des candidats. Je vous propose d'écouter quelques extraits dans la presse audiovisuelle française, en commençant par le journal de 20h de TF1, qui était la semaine dernière présenté par Audrey Crespo-Mara, qui donc officie en tant que joker, puisqu'on appelle ça comme ça, et dans un lancement. Qu'est-ce que c'est qu'un lancement ? Eh ben, c'est ce que moi, ici, dans cette émission, je lis pour, comment dirais-je, retrouver un correspondant ou lancer un reportage sur place. Bon, ce lancement, normalement, est une façon de présenter les choses, ce sont des faits, les uns après les autres, c'est aucunement un édito. Je vous propose d'écouter Audrey Crespo-Mara. Il me semble que ce qu'elle dit est plutôt très éditorialisé, mais je vous laisse vous faire votre opinion. Kamala Harris deviendra-t-elle la première femme présidente américaine ? Donald Trump sera-t-il réélu en ayant fait de l'insulte son principal argument de campagne ? Harris, future première présidente femme. Donald Trump insulte. Gilles-William Goldnadel, la parole est à la défense. Oui, et alors je les défendrai d'autant plus volontiers que Audrey est une amie, mais je dois reconnaître que je l'ai connue dans une meilleure forme. Je n'ai pas d'explication à sa manière d'avoir présenté les choses, très sincèrement, parce qu'en principe, c'est une journaliste plutôt neutre et objective. Ça ressemble, je la croirais davantage, vous voyez, cette présentation-là est digne de France Inter, parce que à France Inter, c'est invraisemblable. Non mais attendez. J'ai France Info. Vous voulez qu'on écoute France Info ? On écoute France Info. Je veux bien. C'est un type qui se moque des gens, mais qui est très peureux. Il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens m'expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Toute personne sensée craint l'élection de Donald Trump. Et sur France Inter... Quand on lit Umberto Eco et sa définition du fascisme au milieu des années 90, on a quelques points communs. On a d'un côté une féministe progressiste, humaniste, pro-LGBT, et de l'autre un misogyne, conservateur, raciste, homophobe. Bon. Non mais ce qui est terrible, c'est non seulement la réduction à Hitlerum, mais l'unanimisme total. Je n'ai pas réussi, et Dieu sait si j'écoute dans le cadre de mon devoir de vigilance citoyen France Inter, je n'ai pas réussi à trouver quelqu'un
sur un mois qui disent du bien ou pas de mal de Donald Trump. Et ça, franchement, c'est un côté complètement effrayant qui donne envie de leur donner tort. Le traitement, le traitement depuis 2016 de la presse française à propos de Donald Trump est une véritable honte. Oui. On ne parle que de lui, on le traite de fasciste. Jamais on ne le reconnaît, alors que son bilan dans ces 4 ans de présidence est remarquable, et ça on ne le dit jamais, sauf ici et sur CNews. En tout cas au point de vue économique. Non mais je suis d'accord avec vous, maître, ce n'est pas un fasciste, et je suis scandalisé, moi. Mais on mélange tout. J'ai été directeur de l'information de TF1, puisque vous avez cité TF1. Je n'aurais pas accepté, et c'est pas Poivre d'Arvor qui présentait le journal à l'époque qui aurait fait cette erreur, d'éditorialiser dans un titre, surtout dans un journal de 20 heures à l'époque, de millions, et encore aujourd'hui, des millions, le premier journal de France. On ne fait pas des titres comme ça, qui sont des titres de journal polémique de la pire espèce, si vous voulez. Mais pourquoi ? La question que je me pose, c'est pourquoi la presse française, est-ce qu'elle se défoule ? Elle avait son défouloir qui était le FN, Jean-Marie Le Pen, et puis maintenant un peu moins, mais Marine Le Pen. Elle a plus personne maintenant pour trouver son défouloir. Et Trump est devenu le défouloir. Il y a 13% des Français. On poursuit le débat juste après la pause, 19h44. Vous êtes sur Europe 1. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Pierre Ourcade, Gérard Carrérou et Gilles William Goldnadel qui a levé le doigt pour parler. Oui, parce que c'est pour répondre à la question sur l'attitude des journalistes. En réalité, l'idéologie, elle est plus forte que tout et elle leur fait oublier leur devoir d'objectivité minimale. Surtout sur des sujets aussi clivants que les rapports hommes-femmes, le racialisme, etc., qui enflamment les choses. À ce point-là, c'est que leur sens critique à l'égard de la candidate Harris est réduit à zéro. Ouais, on est quand même dans une élection où, quand on disait que le président Clinton était confus, on n'avait pas le droit de le dire. Jusqu'au moment où ça a apparu lors du débat que le type n'était pas capable d'aligner trois mots. Ouais, et tout ça a été ça. Personne n'est capable de dire que la candidate Harris est quand même une piètre, comme elle a été une piètre vice-présidente, une très piètre candidate. Oui, et pour revenir à Kamala Harris, depuis 4 ans, non seulement elle a dissimulé le fait que Joe Biden était devenu sénile, mais elle a fait quoi depuis 4 ans ? Elle n'a rien fait. Alors oui, elle est venue à Paris une fois. Elle a été présidente pendant 2 heures, je crois, pendant une opération de Biden. Opération. Donc elle est venue à Paris une fois à l'Institut Pasteur, et d'ailleurs elle a pris un accent français ridicule, mais en gros, elle veut se débarrasser, évidemment, se détacher du bilan Biden, qui est très mauvais au niveau économique, au niveau de l'immigration, mais elle n'a fait quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'a absolument rien fait. Elle a été nominée tardivement, mais pas par un vote populaire, parce qu'elle était le vice-président. Au niveau des idées, tout ce qu'elle passe son temps à dire, je souhaite la prospérité, blablabla, il n'y a absolument aucun programme économique derrière, alors que lui, Donald Trump, et puis il faut bien se souvenir la relation amour-haine entre les États-Unis et la France, peut-être parce que les États-Unis sont venus nous sauver 2 fois. Et depuis Reagan, Bush, les médias ont toujours dit Reagan c'était un clown, un acteur, Carter c'était un vendeur de cacahuètes. Les Français ont cette relation amoureuse avec les États-Unis, alors que la culture américaine est prévalente en France, mais ils n'arrivent pas à l'admettre, parce que nous avons été une grande puissance, nous ne le sommes plus, et on réagit comme une ancienne grande puissance qui ne l'est plus, et on regarde l'Amérique avec admiration, et on les critique aussi, évidemment. Gérard Carrérou, quel est votre regard sur Kamala Harris ? Écoutez, Kamala Harris, pour revenir un tout petit peu sur son histoire personnelle, elle a été dans les primaires pour être candidate à la présidence. Elle a été dernière il y en avait encore là à ce moment-là une dizaine. Elle a été la dernière. Pourquoi ? Alors vous me direz, pourquoi a-t-elle été choisie ? Elle a été choisie pour une seule raison. C'est que on reprochait à l'époque, je parle des progressistes, comme on dit maintenant, c'est-à-dire les démocrates américains, reprochaient à Biden d'avoir été, Biden ayant été pendant 50 ans au Sénat, d'avoir été un peu trop à droite lorsqu'il était parlementaire, et trop copain avec les démocrates du Sud. Et et il a été critiqué par des associations noires là-dessus. Et pour compenser, on a dit, mais
au fond, c'était la seule noire, on va prendre Kamala Harris comme vice-présidente. Elle avait pas réussi à être nommée, mais du coup, elle a été nommée à la couleur de la peau. C'était une femme aussi, ça a aidé. Alors, et une femme en plus. Et une femme en plus. Elle a choisi. Et franchement, c'est comme ça. Vous savez, en Amérique, ça se passe parfois souvent. On équilibre le ticket, comme on dit. On compense, on met un rural pour compenser. Exactement. Et ben là, ce que vous nous dites, Gérard Carreau, c'est que à part le fait qu'elle ait été dernière à cette primaire et qu'elle soit, par sa constitution, une femme et issue d'une minorité, elle a rien fait d'autre. Il n'y a pas de fait d'armes de Kamala Harris. J'ai pourtant pris mes lunettes, mais je trouve pas grand-chose. Grosse erreur également de Kamala Harris. Vous avez le gouverneur du Minnesota, Joe Shapiro, qui avait été pressenti pour être dans le ticket. Qui est, lui, de quelle obédience? Il est républicain ou démocrate? Qui est démocrate et qui est le gouverneur. Ah oui, Shapiro, pardon, j'avais pas compris. Voilà, qui est le gouverneur du Minnesota. Oui. Cet État clé. Voilà. Donc, et accessoirement, il est juif. Et le vote juif compte aussi aux États-Unis avec tout ce qui se passe en Israël et à Gaza. Voilà. Et là aussi, il faut se souvenir que le beau-frère, le beau-fils de Trump est juif. Et le vote new-yorkais juif traditionnel, lui aussi évolue et va plus vers Donald Trump. Oui, enfin, sauf que je suis à moitié d'accord parce que en même temps, comme ils avaient peur de l'électorat arabe du Michigan, à tort ou à raison, on n'a pas pris Monsieur Shapiro. Et on a pris un autre vice-président. Et ça, sur l'avortement, il faut dire les choses aux Français quand même. Moi, je suis un partisan de l'avortement. Mais il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, l'avortement, il est à la 23e semaine. C'est pas comme ici, on est passé du 12 à la 14e semaine. Et dans le Minnesota, du vice-président de Madame Harris, il est jusqu'au 9e mois. On est dans un infanticide. Voilà pourquoi aux États-Unis, c'est beaucoup plus clivant le problème de l'avortement qu'en France. Personne ne le dit. Et on a dit que Donald Trump voulait interdire l'avortement. C'est la Cour suprême qui a dit c'est aux États et donc au peuple, c'est pas à nous, Cour suprême, de décider. Vous savez ce qu'on répond à ça? Vous savez ce que répondent les démocrates à ça? Ils disent oui, mais c'est la Cour suprême, certes, mais la Cour suprême, elle a été défigurée par Trump puisqu'il a nommé 3 juges de droite. Pour ne pas dire fasciste, comme ils disent. Et c'est pour ça que la Cour suprême... On ne regarde pas ça sur le Conseil constitutionnel français pour savoir qui est à mais en tout cas, en aucun cas, Donald Trump n'est contre l'avortement. Il veut simplement que chaque État, que ce soit le peuple qui décide. C'est pas la Cour suprême qui doit décider sur une issue sociétale comme celui-là. Merci les amis, merci Gilles William, merci Pierre Ourcade, qui revient d'ailleurs demain ici même dans cette émission. Idem pour Gérard Carreau, qui demain matin à 8h10 sera l'invité de Sonia Mabrouk pour la